Vous ne savez pas à quel point je suis content que ce format de vidéo vous plaise, mais on est reparti pour un troisième épisode. Salut à tous, ici Reg, et oui, j'ai déjà deux autres épisodes des films à voir dans sa vie. C'est aujourd'hui le troisième épisode, donc merci encore d'aimer ce concept. L'objectif, c'est de vous conseiller des films cultes de tout genre différents. On va essayer de plus en plus d'aller dans des films moins connus, mais de toute manière, il y a des films tellement classiques à découvrir qu'il faut au moins les recommander. Je fais des sondages à chaque fois pour ces vidéos-là, donc si vous voulez participer à ces sondages, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. J'ai choisi des films de toute époque en général et j'essaie de varier le plus possible. Comme ça, il y a quelque chose pour tout le monde, mais vous allez voir, cette vidéo est remplie de classiques. Et dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur les films dont je vais parler aujourd'hui. On va commencer avec un film plus que culte, car le premier film que j'ai envie de vous recommander est Le Parrain, l'histoire d'une grande famille de gangsters. Dans ce film, nous allons suivre une famille italienne et toutes leurs péripéties par rapport au fait qu'ils sont en plein cœur et peut-être même à la tête d'un grand réseau de mafieux. On va se concentrer sur un passage de flambeau familial entre le chef de famille malade qui doit laisser sa place à l'un de ses enfants. Évidemment, Le Parrain est réalisé par Francis Ford Coppola et vous êtes que 50% à l'avoir vu. Je n'ai pas fait d'études de cinéma, mais j'imagine que ce film-là est la leçon numéro 1 quand on parle de cinéma. Ça fait partie de ces grands films de cinéma et par leur popularité, et par leur mise en scène, et par leur qualité, et aussi par la durée du film. C'est 3 heures de film et il y a énormément de choses qui se passent dedans. Tu ne t'ennuies jamais, ça c'est sûr, tu ne vois pas le temps passer. Je me suis jamais ennuyé devant cette saga de films, mais c'est surtout l'histoire d'un homme interprété par Al Pacino qui va monter dans les de cette famille. Lui qui n'avait rien à voir avec la mafia va découvrir ce monde et va devoir peut-être succéder à son père. Ce n'est pas encore sûr qui va lui succéder dans le film. Donc on va vraiment suivre son évolution avant tout, comment il change, comment vraiment il va passer de quelqu'un qui était un soldat, qui était fier, vaillant, à un mafieux avec une nouvelle vie. Donc c'est vraiment une histoire de famille, c'est une histoire de rivalité évidemment, c'est une histoire de gangster, de trahison. C'est la quintessence du film de gangster, c'est le film à voir dans sa vie sur ce sujet-là. On est sur une mise en scène parfaite qui fait et ressentir les émotions des personnages et du film de manière générale, mais aussi les relations de pouvoir. Par la mise en scène, tu comprends qui est le plus puissant dans la scène. C'est une histoire de gangster culte qui ne va que vous surprendre. Elle est pleine d'intensité, de tension. Il y a des scènes extrêmement stressantes, des scènes extrêmement mémorables évidemment. Le jeu d'acteur, de toute façon Marlon Brando, on le connaît. C'est son rôle le plus culte aujourd'hui. C'est le rôle qui a révélé Al Pacino et peut-être aussi, j'ai envie de dire, Robert Duvall. On est sur un film super intéressant, émouvant, plein de surprises, avec une vraie morale familiale, parce que ça fait partie de ces gangsters là que tu respectes mais que tu détestes en même temps, car ça reste des gangsters, mais ils ont tellement des valeurs familiales que c'est ça qui les rend d'une certaine manière attachants, et c'est pour ça que tu as envie de suivre leurs aventures. C'est un long film épique qui raconte un peu un schéma de l'Amérique aussi, l'immigration italienne étant très importante aux États-Unis à l'époque. Ça transpire la culture, ça transpire l'amour du cinéma évidemment. C'est un film à voir dans sa vie, c'est clair et net. C'est un film plus que chef-d'œuvresque. Si vous aimez le cinéma, vous devez regarder Le Parrain. Le deuxième film que j'ai envie de vous conseiller est le film Jared, l'histoire de soldats durant la guerre du Golfe et surtout l'impact psychologique que ça a d'être là-bas. On va suivre leurs péripéties dans un monde où il ne se passe pas grand-chose, car c'est un film de guerre sans réellement avoir de combat ou de guerre. Et c'est là que Jared est différent des autres films de guerre, c'est qu'on se concentre vraiment sur l'aspect psychologique. Jared est un film réalisé aussi par le grand Sam Mendes et vous n'êtes que 22% à l'avoir vu. C'est un film de guerre sans réellement avoir de guerre, car la guerre ce n'est pas que des combats, ce n'est pas que de l'action, c'est aussi un état psychologique très fragile pour beaucoup de personnes. On parle beaucoup des films de guerre post-traumatiques, vraiment où on voit un peu l'impact des vétérans qui reviennent de guerre et dans la société. On voit les films de guerre où ils sont traumatisés, mais on voit rarement les films de guerre où ils s'ennuient, où ils ne font pas grand chose et où la chaleur par exemple, parce que bon, la guerre du Golfe il fait chaud là-bas, la chaleur, le manque d'affection, le fait d'être loin de ses proches, le fait d'être entouré que d'hommes, le fait d'avoir une discipline de vie très stricte, toutes ces choses-là en plus de l'ennui font que l'état de ces soldats est très fragile et ils vont peut-être péter un câble. C'est un film qui va peut-être ennuyer beaucoup de personnes, car c'est un peu le but, dans le sens où les personnages s'ennuient aussi, mais vous allez vraiment rentrer dans le crâne de ces personnages-là et peut-être même ressentir la même chose. L'aspect géopolitique est beaucoup moins présent, mais c'est un film qui est encore une fois vraiment bien mis en scène. La majorité du film se passe dans des camps militaires, parce que c'est là que la majorité des soldats passent leur temps, donc c'est normal qu'on passe beaucoup de temps là-bas. On va voir donc l'état psychologique, mais aussi le côté administratif,
kiff, le côté entraînement, beaucoup, comment ils deviennent ces soldats. On va ressentir l'ennui, évidemment, mais aussi la camaraderie, l'amitié, la force entre ces personnes. Il y a un mélange de chaleur, de colère, de haine, vraiment de camaraderie qui peut échouer aussi. On va essayer de te montrer l'amour à distance, mais on va aussi avoir un film qui commence comme un film de guerre. T'as l'impression que ça sort de Full Metal Jacket et ça part complètement dans un autre sens. Donc pour la camaraderie entre ces personnages-là, qui est entre l'humour, l'harcèlement et la colère, et les acteurs, on a un Jamie Foxx et un Jake Gyllenhaal par exemple. C'est Jake Gyllenhaal qui porte complètement le film sur ses épaules. Pour la tension des fois très pesante dans le film et pour l'une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, il faut regarder Jarhead, la fin de l'innocence. Le troisième film que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui est le film Fargo. C'est l'histoire d'un homme qui va embaucher des mercenaires afin qu'il kidnappe sa femme. Malheureusement, le kidnapping va mal se passer, un policier va être abattu et c'est là qu'une enquête policière va débuter afin de retrouver les coupables. Fargo est réalisé par les frères Cohen et scénarisé aussi par les frères Cohen. Vous n'êtes que 23% à l'avoir vu et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la série Fargo. Eh bien la série existe uniquement parce que le film existe. C'est à peu près la même ambiance, alors j'ai pas vu toute la série, j'ai même pas fini la saison 1, mais au moins le film est là et il faut voir Fargo, c'est un classique du cinéma aussi. C'est un film qui est super drôle dans le sens où c'est une histoire vraie. Voilà, tout ce qui s'est passé là est vrai, enfin plus ou moins, ça reste évidemment du cinéma, mais au fait ce que t'aimes c'est vraiment à quel point cette histoire est stupide. Tous les personnages de ce film là, sauf évidemment l'enquêtrice principale interprétée par Frances McDormand, tous les personnages là sont complètement stupides. Ils n'ont rien pour eux, c'est horrible. Ils vont toujours faire les pires choix possibles et c'est ça qui est hilarant parce que c'est un film de comédie aussi. C'est un drame comique si vous préférez, mais il y a des personnages qui vont vous faire mourir de rire. Il y a quelques gimmicks qui reviennent sans arrêt et c'est à pleurer. Tu regardes le truc et vu que le film t'a rappelé au tout début que l'histoire est vraie et qu'ils ont respecté la majorité des événements, t'imagines un peu le film dans la réalité et tu te dis mais comment tu peux être aussi bête? Comment tu peux faire ça? Et c'est ça qui est drôle dans ce film, c'est qu'en plus de ça, il est évidemment bien mis en scène. Voilà, on ressent bien le froid du film, on voit bien l'imagerie avec beaucoup de neige, on voit bien que c'est compliqué d'enquêter dans ces situations-là. On se concentre sur ces personnages-là d'une petite ville où ils vivent leur vie normalement, et là quelque chose de dramatique a évidemment lieu. Donc il y a tout ce côté-là qui est vraiment bien mis en scène et c'est très bien. Mais ce qui est drôle, c'est les personnages, c'est leur stupidité et c'est ça qui donne envie de regarder le film. C'est voir jusqu'où ils peuvent aller et c'est à mourir de rire encore une fois. Steve Buscemi et Peter Stormare sont hilarants tellement ils sont cons dans le film. C'est vraiment ces personnages-là le cœur du film avec leurs accents à la con des fois aussi, leur personnalité débordante. Tu vois que tout le monde est débile sauf l'enquêtrice. Du coup quand elle interagit avec les personnages, tu te dis mais comment elle fait pour pas rigoler quoi. C'est vraiment un monde avec une enquêtrice assez intelligente et que des ploucs autour d'elle et du coup ça donne des situations plus que drôles. Mais d'un autre côté, vu que les événements qui ont lieu sont assez dramatiques, bah tu te prends sur toi et tu dis que mine de rien des gens ont été blessés, des gens sont morts à cause de ces imbéciles et l'histoire est pleine de rebondissements et t'as juste envie de voir la suite. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le décalage entre les événements dramatiques qui ont lieu et la comédie, parce qu'il y a un vrai bon mélange où t'arrives à en rigoler mais en même temps après tu te poses, tu réfléchis et tu réalises la nonchalance qu'avaient les personnages à faire des actes horribles et tu dis c'est pas possible, ils méritent tous la prison. Enfin bref, Fargo est un classique et vous devez le regarder. Maintenant le film qui a été le plus vu depuis que je fais ce format de vidéo est évidemment Titanic, l'histoire du fameux navire qui va couler et va causer la mort d'un grand nombre de personnes. Titanic évidemment l'histoire de Jack and Rose qui vont tomber amoureux lors de ce voyage, de ce périlleux voyage qui va très mal finir et c'est le cœur du film, c'est leur relation au centre de ce drame historique. Je pense que le fait que le film est sorti ça a rendu l'événement encore plus historique, mais c'est un film évidemment réalisé par le maestro James Cameron et vous êtes 82% à l'avoir vu, ça ne m'étonne pas, c'est l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma. Même les gens qui ne regardent pas de film ont vu ce film ou du moins connaissent ce film, c'est une évidence. Moi j'aimerais savoir d'où vient la réputation que Titanic est un mauvais film. J'aimerais aussi savoir d'où vient la réputation que Titanic est un film pour les filles. D'où Titanic est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est une œuvre d'art extrêmement importante pour notre culture. Ne pas pleurer devant Titanic, c'est subjectif, il n'y a pas de souci. Dire que c'est un mauvais film, bon, ok, je respecte l'opinion, mais c'est difficile pour moi de l'entendre. Mais dire que c'est un film de filles ou dire que c'est un film pas intéressant, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un film qui a changé le monde, je pense, le monde du cinéma en tout cas. C'est peut-être le dernier grand film qu'on a eu, peut-être, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas d'autres aussi grands films depuis. C'est le dernier grand film, en tout cas avant les années 2000 et le 11 septembre, qui a changé beaucoup dans le cinéma américain, ça c'est sûr. Des films comme ça, il n'y en a pas un tous les ans. Il n'y en a pas un tous les 5 ans, il y en a des fois un tous les 10 ans.
ce film est devenu un mythe parce que le film est grandiose. Dans le navire qui est grandiose, dans le nombre de figurants, de personnages, on veut vraiment nous montrer que cette chose-là qui va avoir lieu va être vraiment dramatique car il y a beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à s'intéresser à tous les personnages, enfin en tout cas à beaucoup de personnages, car on sait qu'ils vont tous y passer, ou presque en tout cas. Donc l'échelle de ce film est faramineuse, vraiment on est sur quelque chose de très grand parce que le drame va être grand. On est sur un mythe car l'histoire est racontée comme un flashback, c'est une survivante qui raconte l'histoire et c'est génial car ça permet une vraie liberté scénaristique. Pas besoin d'être complètement réaliste par rapport à l'histoire, vu que c'est une femme qui raconte sa version des faits, tu peux l'imager, tu peux rendre ça encore plus génial. Et la relation entre Jack et Rose, vous pouvez en parler autant que vous voulez, mais c'est l'une des plus belles du cinéma, l'une des plus pures. C'est une vraie relation mature, c'est une vraie relation éphémère pour le coup, et vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez du fameux radeau à la fin, mais peu importe, ça c'est n'importe quoi. Regardez mieux le film, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la pureté de cet amour, c'est la taille de ce navire qui va sombrer, c'est tous ces personnages. Peut-être certains sont un peu clichés, d'accord, mais pour l'histoire amoureuse, pour le drame, pour le côté grandiose, presque le coup du destin, pour le danger, pour les idées de mise en scène avec des miniatures, des navires qui ont été faits, les effets spéciaux de l'époque, l'impact que ça a sur toi en tant que spectateur, c'est un film catastrophe qui te glace le sang. Parce que t'as eu l'alchimie entre les personnages, parce que la mise en scène a été géniale et t'as montré ce monde merveilleux qu'est le Titanic. Tout ça pour le faire couler et presque passer dans un film catastrophe horrifique. C'est un vrai drame avec une vraie complexité des émotions et des personnages, avec une bande originale évidemment incroyable, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une émotion épique, il y a plein de thématiques à citer, mais celle sur la classe, par exemple, la classe sociale est très prenante dans le film, et c'est une vraie tragédie, mais aussi un grand film de cinéma, un chef-d'œuvre. Ne vous laissez pas influencer par les gens qui disent que c'est un film de filles, c'est un film qui fait pleurer pour rien, c'est un film où il y a beaucoup de pathos. Non, regardez Titanic, prenez-vous la claque que c'est, regardez bien ce film, regardez-le bien, regardez-le avec tout le travail qu'ils ont fait sur ce film, et regardez un peu le symbole que c'est devenu pour le cinéma aussi. Je suis un peu vénère parce qu'à chaque fois que j'entends que Titanic est un film qui mérite pas d'être vu, ou qui est vraiment un film pour filles, ça m'énerve. Parce que si c'est ça un film de filles, bordel, mais j'aimerais que tous les films soient des films de filles. Parce que l'émotion de ce film et le côté épique du truc, pour moi c'est un film que tout le monde doit évidemment voir dans sa vie. Et le dernier film que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui, l'un de mes films préférés de tous les temps, est le film In the Mood for Love, où deux voisins vont se rendre compte que leurs femmes et hommes respectifs couchent ensemble. Leur moitié se voient respectivement entre elles, du coup ces deux voisins vont décider eux aussi de se voir, mais ils se promettent de ne pas avoir une relation amoureuse, juste de se parler, de communiquer et de se rapprocher sans jamais tomber amoureux l'un de l'autre. C'est un film de Wong Kar-wai évidemment, et vous n'êtes que 8% à l'avoir vu, il faut remédier à ça. Ce qui est fou avec ce film, c'est la manière dont toi aussi tu vas comprendre dès le début qu'il y a une sorte d'affaire qui a lieu entre les moitiés respectives de ses voisins. Via des petits indices, tu vas t'en rendre compte, et ensuite les personnages vont aussi s'en rendre compte et vont décider de se voir assez régulièrement. Et la force de ce film-là, c'est qu'en fait, pendant qu'ils se voient, à chaque fois qu'ils se voient, ou presque à chaque fois qu'ils se voient, ils vont jouer des scènes de confrontation ou même de découverte de la trahison de l'autre. C'est-à-dire que l'un des voisins va par exemple jouer le rôle de l'homme de la voisine, et il va faire semblant d'être lui pendant que la voisine s'entraîne à lui dire la vérité, s'entraîne à lui dire qu'elle est au courant de son infidélité, et il y aura un jeu entre les voisins, parce qu'en fait, il joue le rôle du mari de l'autre, par exemple, et c'est ça qui va créer une vraie complexité relationnelle. C'est que d'un côté, ils jouent un jeu d'acteur à certains moments, et de l'autre côté, ils se sont promis de pas s'aimer, de pas tomber amoureux, mais c'est plus compliqué que ça, et c'est une histoire qui a lieu sur plusieurs années, mais tu t'en rends pas vraiment compte, c'est juste à la fin où tu dis, ah bordel, il y a eu vraiment quelques années qui ont eu lieu, et il y a tout un aspect au voyeurisme dans ce film qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on va toujours voir, grâce aux yeux de la caméra, ces personnages-là à travers des portes, à travers des fenêtres, comme si on était un spectateur, comme si on était voyeur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de la même manière que l'infidélité de deux personnes a lieu et les voisins sont au courant et ils ont un côté voyeuriste eux aussi, à ne pas le dire, à ne pas l'avouer, nous, on va vivre le même côté voyeuriste comme les autres personnages, pendant que les autres personnages vont penser que ces deux voisins-là couchent ensemble, nous, on saura la vérité car on sait qu'il n'y a rien d'amoureux entre eux. Donc il y a toute cette charge sociétale sur eux parce qu'ils ne font rien ensemble et tout le monde pense qu'ils font quelque chose ensemble. On est un peu impuissant face à la situation parce qu'on a envie de leur dire non mais il se passe rien, laissez-les tranquilles. Et en même temps, plus tu avances dans le film, plus tu te poses des questions aussi. Et c'est pour ça pour moi que c'est un des plus beaux films de tous les temps, l'un des plus beaux films d'amour en tout cas de tous les temps, c'est qu'il y a une vraie complexité dans cet amour. Et à la fin du film, t'es vraiment dans toutes tes émotions parce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer. C'est un film qui est vraiment bien rythmé, moi je me suis jamais ennuyé, c'est un film qui est très beau, t'as un thème musical qui revient sans arrêt, mais les couleurs du film, la manière dont la caméra joue ce côté un peu voyeuriste, ça joue avec le spectateur
spectateur, ça joue avec les personnages et t'as l'impression que tout est maîtrisé, mais le tournage était horrible. Apparemment, c'était d'une complexité sans nom, mais tu ne le remarques pas du tout dans le film. T'as l'impression qu'ils ont tout maîtrisé de A à Z, alors que malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas, mais le résultat final est grandiose. C'est un film sensoriel et hypnotique, et en même temps, c'est un film, d'après pas mal de personnes, d'après pas mal de critiques que j'avais lues à l'époque, assez géopolitique aussi, parce que ça va raconter l'histoire de Hong Kong via la relation de ces personnages-là. Mais bon, je m'y connais pas assez pour débattre sur ce sujet-là, mais pour ceux qui s'y connaissent, peut-être il y a encore une lecture plus intéressante à ressortir du film. En tout cas, c'est plein d'émotions, c'est vraiment puissant, c'est magnifique à regarder, les acteurs sont incroyables, et pour moi, c'est un film parfait. C'est doux amer à certains moments, mais c'est aussi très beau et très poétique. Enfin bref, c'est un classique à voir d'après moi. C'est peut-être le film le plus inaccessible de la liste, j'ai envie de dire, mais si vous aimez les histoires d'amour, si vous êtes patient, si vous réfléchissez bien à ce qui se passe à l'écran, parce qu'il faut être curieux et il faut vraiment faire attention à ce qui se passe, parce que le film va vous surprendre, le film va beaucoup jouer avec votre impression du film, et ça, c'est très bien foutu, je trouve. Moi, la première fois que je l'ai regardé, j'ai dû le revoir une deuxième fois pour bien tout comprendre. Faut vraiment faire attention à ce qui se passe et vous allez juste adorer ce film, croyez-moi, c'est un film tout simplement magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films, trouvez-vous qu'ils sont bien, pas bien, les adorez-vous, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Twitch, des fois je fais des lives cinéma, séries, mais aussi jeux vidéo. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour plein d'autres recommandations. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.